grosse soirée de basket NBA, 10 matchs, Shai, la nuit dernière. Qu'est-ce que tu retiens en priorité? Je retiens que les Nuggets sont capables de gagner un match sans Nikola Jokic. Je m'y attendais pas particulièrement. Et gagner un match chez les Warriors, qui était sur une grosse série de victoires, 7 victoires de suite. Et ils y sont arrivés. Ils sont arrivés sans Jokic, sans Jamal Murray, avec un Russell Westbrook un peu vintage à la fin, très énergique, maladroit pendant le match, mais en triple-double, et capable de marquer à 3 points pour donner un avantage définitif à Denver à la fin. Un énorme Aaron Gordon qui lui aussi c'est un peu souvenu qu'il était capable de marquer des points à l'époque. Jadis du côté d'Orlando, là il a mis 38 points et rappelé qu'il était quand même très très important. Et contre des Warriors qui ont été un peu surpris, je pense qu'ils s'attendaient à ce que la série se poursuive. Leur dynamique est excellente avec un très bon Steph Curry, un Jimmy Butler parfaitement adapté. Et ils ont été surpris par l'intensité mise par les Nuggets, Je pense que c'était pas un coup de gueule qu'a fait Jokic au dernier match, mais il a vraiment... tu sens qu'il était quand même déçu des dernières sorties de Denver. J'ai l'impression que là, sans lui, qui était économisé, il a pas un énorme problème, mais il était laissé au repos. Ils se sont mobilisés, ils ont voulu aussi montrer qu'ils étaient capables c'était pas juste Jokic et qu'ils étaient capables eux aussi d'y arriver. Voilà, ça, je pense que c'est ce qui m'a plus marqué cette nuit. Victoire des Nuggets 114-105 avec 38 points effectivement d'Aaron Gordon. C'est toujours des matchs intéressants pour Denver de jouer sans Jokic, parce que ça permet de trouver éventuellement des line-up qui peuvent fonctionner. On sait que les 5 sans Nikola Jokic sont souvent les plus gros points faibles de Denver. C'est-à-dire que des fois, même pendant 5, 6, 7 minutes où il est sur le banc, c'est des moments où les Nuggets prennent 10, 12, 15 points dans la vue. Donc là, effectivement, gagner contre Golden State, je suis d'accord avec toi, je pense que les Warriors ont peut-être un peu sous-estimé leur adversaire, ont eu match gagné avant de le jouer. Bon, après, ça évidemment, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans leur tête. Grosse maladresse à 3 points aussi des Warriors, 8 sur 33, 4 sur 14 par exemple pour Stephen Curry qui finit à 20 points, 23 points, 8 rebonds, 6 passes de Jimmy Butler. Mais effectivement, très belle victoire de Denver. Et tu l'as dit, Russell Westbrook, un tir à 3 points décisif. Il finit aussi en triple-double, 12 points, 12 rebonds, 16 passes. On peut peut-être enchaîner avec la victoire d'Indiana qui met fin à la série de Minnesota, victoire en prolongation 132-130. Alors la semaine dernière, il y a eu une action à 4 points un peu folle de Tyrese Haliburton pour la gagne. Là, on a eu un tir à 3 points dans le corner assez fou là aussi d'Obi Toppin pour la gagne, 34 points, 10 rebonds d'Obi Toppin et le panier décisif. Ouais, pas incroyable, fin de match assez folle. Là aussi, les Pacers étaient en déplacement contre une équipe qui arrêtait pas de gagner en ce moment. Ça faisait 8 victoires de suite pour Minnesota. Et ils poussent le match loin comme ça avec Toppin, qui est pas qu'un dunker, on l'avait déjà dit un peu plus tôt dans la saison. Je crois que c'était sur le premier des 2 matchs qu'on avait vu contre les Spurs, il avait montré pas mal de très bonnes choses, un tir extérieur et tout, alors qu'il est quand même assez fréquemment étiqueté athlète dunker pour les Pacers, et c'était déjà le cas pour les Knicks. Là, le panier, il est assez splendide en plus parce qu'il en déséquilibre dans le corner, il est pas facile, 3 secondes de la fin. C'était quand même un gros panier. On peut noter dans ce match que Rudy Gobert a été expulsé Manu Militari après avoir vengé Mike Conley qui s'était pris un coup de coude de la part d'Andrew Nembhard. Et dans la foulée de cette action, il a mis un énorme tampon dans la tranche de Nembhard et flagrant 2. Nembhard qui envoie le ballon, qui veut s'embrouiller derrière, qui prend une deuxième technique et qui est lui aussi éjecté. Voilà. Euh, New York a battu Miami, 8e défaite de suite du Heat, victoire 116-95 des Knicks qui avait mal commencé, je crois qu'il y a 10 ou 12-0 en faveur de Miami, mais derrière ça n'a pas tenu. On a eu 28 points de Michael Bridges qui porte plutôt l'équipe en ce moment en l'absence de Jalen Brunson qui devrait d'ailleurs encore manquer 1 à 2 semaines, 23 points de Karl Anthony Towns, un match Shai qui a été interrompu par une scène pas très belle. Ouais, dans le troisième carton, le comédien Tracy Morgan assis courtside comme souvent, c'est un grand fan des Knicks, que vous avez peut-être vu dans le SNL au début des années 2000, je dirais, dans des séries comme 30 Rock et tout. Il a vomi abondamment sur le terrain. Alors sur le coup, il y a des blagues confusées en se disant il avait sans doute trop bu, machin, parce que c'était vraiment spectaculaire, hein. Il y en avait partout. Il a saigné du nez aussi, il a été évacué en fauteuil roulant, mais visiblement quand même ça témoignait d'un problème de santé plus que d'un taux d'alcoolémie élevé, donc ça a vraiment arrêté le match pendant longtemps. Pour le coup,
Par la force des choses, en partant, il a aidé les Knicks parce qu'ils étaient, bon, ils avaient 6 points d'avance quand même, mais quand après sa sortie, ils ont passé un énorme coup de balai sur le Heat qui a vraiment du mal, hein, dans les deuxièmes mi-temps, c'est assez catastrophique à chaque fois. Et ils ont passé un 24-6 pour terminer le troisième quart-temps et l'emporter à la fin. Mais ouais, c'était un incident. On a déjà vu des boissons renversées, alcoolisées ou non, hein, par le passé, qui pouvaient interrompre des matchs, des trucs comme ça, des fans un peu trop intenses ou intrusifs. On avait, je crois, jamais vu un comédien célèbre courtside qui interrompt le match involontairement en vomissant, évidemment. Donc, euh, donc voilà, et victoire des Knicks, tu l'as dit. Miami, c'est Miami, c'est compliqué parce que c'est la première fois sous Eric Spoelstra depuis qu'il est là que Miami perd 8 matchs de suite. Et il n'a pas toujours eu LeBron James, Chris Bosh, Dwayne Wade en même temps. Il n'a pas toujours eu Butler, Adebayo. Il a eu quelques équipes intermédiaires pendant un an ou deux qui étaient moins fortes. Il n'avait jamais perdu 8 matchs de suite, donc Miami n'y arrive pas du tout. Les débuts de match sont souvent bons. En tout cas, ils arrivent à trouver une certaine efficacité. Par contre, derrière, les deuxièmes mi-temps, c'est terrible. Là, ils ont pris... le deuxième mi-temps, ça fait 69-46. Ils prennent 69-46. Le pire, c'est que c'est même pas une équipe qui essaye de perdre, en fait. C'est une équipe qui est en train d'essayer de gagner et elle est passée de candidat à la 6e place à 10e de la conférence Est en essayant de gagner. Et en étant, alors Andrew Wiggins n'a pas joué beaucoup de matchs, mais en ayant quand même grosso modo son effectif, mais en ne trouvant aucune solution. Pas de bon line-up, pas la formule qui fonctionne. Et là, Miami, quelque part, les playoffs, ça s'éloigne sérieusement. Alors bien sûr, sur le play-in, avec Chicago, Orlando, Atlanta, tu peux gagner 2 matchs, mais il y aura 2 matchs à jouer. Et ouais, cette équipe même est en train de perdre confiance, je pense, en fait, tout simplement. Il n'y a rien qui marche. Ouais, c'est... Je sais pas comment interpréter ça. Est-ce que c'est juste le manque Est-ce que la qualité est pas suffisante après le départ de Butler? Est-ce que normalement, moi je m'étais dit qu'après le départ de Butler, ils allaient justement, ça allait aller mieux, les choses étaient au moins claires et d'autres joueurs allaient peut-être step up. On a vu que Tyler Hero était All-Star. Il a un peu de mal quand même depuis le All-Star Game, je trouve, à être vraiment le joueur qui porte l'équipe. Adebayo fait ses matchs, mais c'est correct sans être fantastique. Et puis l'équipe globalement s'effondre, s'écroule. C'est pas juste un joueur, c'est collectivement. Et peut-être le plus surprenant là-dedans, c'est qu'Eric Spoelstra a du mal à trouver une formule pour endiguer cette série, parce que c'est quand même aussi sa grande force. C'est un coach qui s'adapte toujours, qui trouve des solutions. Pour l'instant, là, il la trouve pas. Donc bon, c'est pas dramatique si cette deuxième partie de saison se solde par une élimination au play-in. Je pense que c'est pas, les fans n'attendent pas beaucoup plus de ça de la part du 8, mais ça pose aussi des questions sur la suite autour de qui bâtir. Est-ce que c'est suffisant? Voilà, c'est pas une très bonne période pour les fans du 8. C'est clair. Nouveau gros carton pour Quentin Grimes, 46 points, record en carrière évidemment. Alors défaite des Sixers après prolongation 137-144 contre les Rockets. Les Rockets qui au passage gagnent leur 7e match de suite et ont repris son deuxième à l'ouest. Ils sont remontés à la place où tu les attendais un moment. Effectivement, Houston termine très fort. Alors 46 points de Quentin Grimes, mais ça n'a pas suffi. En face, il y a 30 points de Jalen Green et 30 points de Jabari Smith Jr. Les Rockets ont eu chaud, hein. C'est bon, 7e victoire de suite, mais ils ont jamais mené dans le temps réglementaire, enfin dans les 4 premiers quarts-temps. Ils ont eu 25 points de retard. Ils ont dû attendre que Şengün marque tout à la fin pour envoyer le match en prolongation. Ils se sont mangés, tu l'as dit, un Quentin Grimes. Franchement, je trouve ça cool de le voir s'éclater comme ça dans une équipe qui est en roue libre totale, mais il se révèle un peu. Il est sur un niveau de responsabilité qui est un peu celui qu'il avait à la fac. C'était un très très bon joueur à la fac de Houston, justement. Et il s'éclate. Alors ça n'a pas suffi parce que derrière en prolongation ça n'a pas tenu pour les Sixers, qui jouaient d'ailleurs sans Gershon Yabusele qui était laissé au repos. Mais oui, et Houston, pour revenir sur ce que tu disais, alors tu dis que c'est vrai que j'ai considéré un moment qu'il serait deuxième, mais j'ai aussi considéré que quand ça n'allait plus, ils auraient vraiment du mal à résister aux Lakers, aux Nuggets, même aux Grizzlies qui ont eux-mêmes eu leur propre bonne série. Et les Rockets, ils s'accrochent vraiment dans l'ADN de ce qu'est Udoka comme coach, sans être brillants tout le temps. Ils sont pas brillants depuis quelques semaines, mais ils gagnent des matchs. Le retour petit à petit de Fred VanVleet, qui leur a manqué pas mal de temps, c'est aussi
important, je pense. Et voilà, Et Jabari Smith aussi. On n'a pas exactement Jabari Smith qui met 30 points. Il met 30 points cette nuit. Il fait des très bons passages. Ils ont un effectif de toute façon très très finalement assez large. Ils ont beaucoup de talents à différents postes, pas des joueurs qui peuvent sembler avoir des profils similaires, mais ils ont de quoi. Ils ont à la fois un effectif jeune qui peut être performant maintenant, relativement performant maintenant, et des joueurs que tu peux échanger pour faire venir des stars. C'est un peu ils vont devoir réfléchir aussi cet été par rapport à ce qu'ils feront en playoff. Hein. Si tout se passe bien, si tout se passe bien, ils ont peut-être pas besoin de tenter un gros coup, mais c'est assez admirable de voir que là, même mené de 25 points, même si c'était en face une équipe désossée, déplumée. D'ailleurs, on peut en parler rapidement, mais ça s'est confirmé pour Paul George. Hein. Ouais, fin de saison. Fin de saison pour Paul George, le processus habituel de communication des Sixers qui nous disent d'abord qu'ils vont essayer des choses et machin, puis 3 jours après, comme avec Embiid, c'est fin de saison pour Paul George, il doit manquer au moins 6 semaines après avoir tenté avec les infiltrations et machin. Donc à nouveau, on a peut-être vu déjà le dernier match de Paul George avec les Sixers, et on reparlera peut-être après si toutefois il y avait un départ de sa part, parce qu'il aurait été mis sur le marché des trades, du fiasco immense qu'aura représenté ce passage de Paul George à Philadelphie. 41 matchs, son plus petit total depuis la saison 2014-2015 où il s'était cassé la jambe. Non, c'était après qu'ils reviennent de cette casser la jambe, justement. Ouais, je crois que c'est ça. 2014-2015, c'est après qu'ils reviennent, parce qu'ils se cassent la jambe pendant l'été avec Team USA, si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus trop, mais bon. Donc, son plus petit total depuis 2015, 41 matchs, 16 points de moyenne. Ça, c'est son plus petit total, on va dire, sur une de ses vraies saisons depuis sa 3e saison en NBA. Non, même pas, depuis sa 2e saison en NBA. 16 points, 43% au tir. C'était cata. Et Paul George... L'an dernier, il joue 74 matchs, mais avant, c'est 56, 31, 54, 48. Le fait de lui donner un tel contrat, c'était un risque de lui donner un tel contrat quand même. Et on peut comprendre que les Clippers aient hésité finalement. Hein. Et j'imagine qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça se passe aussi mal pour Philadelphie. Mais moi, c'est pas tellement les stats qui me posent problème, parce que dans une saison où collectivement ça va, il aurait très bien pu avoir des stats en retrait par rapport à ce qu'il faisait d'habitude, avec un Embiid ultra dominant ou un Maxi énorme. Mais bon, avec tout ce qui s'est passé, forcément, c'est aussi à mettre en perspective. La 2e place justement des Rockets, alors ils sont 4 équipes à se jouer cette 2e place, dont les Lakers qui ont battu les Spurs 125-109 avec 30 points d'Austin Reeves, 30 points, 7 rebonds, 6 passes pour Austin Reeves qui a porté l'équipe. Il y a aussi Luka Doncic évidemment qui a frôlé le triple-double avec 21 points, 9 rebonds, 14 passes, mais il a tiré à 5 sur 20. Ouais, Doncic maladroit. Le vrai bonhomme du match, pour moi, c'est vraiment Austin Reeves, t'en as parlé. Et globalement, j'ai pas ses stats depuis que LeBron est absent, mais Reeves a vraiment haussé le ton. Il prend ses responsabilités en attaque, il est adroit, aussi actif qu'on l'a vu dans ses meilleurs moments. Et je me fais la réflexion à chaque fois que je le vois dans ces bonnes dispositions-là, c'est quand même un super joueur et c'est une pioche énorme qu'ont fait les Lakers à l'époque. Et ça reste un mystère pour moi qu'il n'y ait aucune équipe qui ait vraiment essayé de pousser les Lakers à le payer plus, tu vois, parce qu'il n'y a pas eu de résistance au moment où il a signé son contrat et on était assez surpris et finalement, c'est une très très bonne pioche et c'est un excellent numéro 3 pour les Lakers, parce qu'il n'y a pas de problème d'ego et de hiérarchie. Finalement, ils savent qu'ils ont Luka et LeBron, et derrière lui, il est là, il est constant, et il n'est pas en recherche de plus d'exposition. Et il n'est pas si loin que ça finalement d'un niveau qui pourrait être celui d'un All-Star à un moment, pas cette saison. C'est ce que j'allais dire, qu'il n'était pas si loin du niveau All-Star au final. Quand tu le vois jouer comme ça, il a les facilités offensives qu'il a, il a une belle panoplie en attaque quand même. Hein, donc si les Lakers la saison prochaine nous refont une saison de ce calibre-là, et dès le début, on peut très bien avoir 3 All-Stars à la fin. On imagine que LeBron il sera automatiquement quasiment et qu'il aura encore un niveau solide. Mais Luka, LeBron, Reeves l'année prochaine, moi je miserais bien sur Reeves comme nouveau All-Star de 2026. Faudrait que les Lakers aient un très bon bilan, parce que ses stats seraient évidemment pas les mêmes, mais tu as raison. Moi, je pense aussi comme toi qu'il est pas loin du niveau All-Star, qu'il y a un monde où il peut être All-Star. Il est là sur les 5 derniers matchs, par exemple, il est à 28 points, 48% au tir, 40% à 3 points, 7 rebonds, 7 passes. C'est ça correspond avec l'absence de LeBron, donc c'est ça, l'impression a été vérifiée. Ouais. Et du coup, du côté des Spurs, il y a 23 points, 8 rebonds de Stephen Castle. Des Spurs qui terminent complètement en roue libre la saison.
Memphis, l'autre équipe en course, justement, pour cette deuxième place à l'Ouest, a perdu malgré 44 points de Desmond Bane. Il n'y avait pas de Ja Morant. Défaite contre les Kings, 132-122. Du côté des Kings, on a 28 points de Malik Monk, 23 points de Zach LaVine et 22 points de DeMar DeRozan. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur ce match. La blessure de Domantas Sabonis. Alors, il s'est d'abord pris. J'avais même pas fait gaffe. Ouais, il s'est d'abord pris. Qui l'a pris dans le buffet? Il a pris, je sais plus quelle équipe. Bon bref, il se blesse une première fois à la tête, il sort, il revient et il se fait la cheville. Donc c'était un peu écrit malheureusement pour lui. Et c'était Kennard. Je crois que c'est Kennard qui se prend dans la tronche et derrière il se fait une entorse. Mais malgré ça, les Kings ont réussi à l'emporter. Ils étaient sur 4 défaites de suite, donc ça va faire du bien quand même. Et tu l'as dit, ouais, 44 points de mon gars Desmond Bane. Les Kings sont 9e. Détroit a écrasé New Orleans 127-80. Les Pelicans qui ont perdu Trey Murphy, qui s'est disloqué l'épaule dès la première minute de jeu. On ne le reverra pas cette saison. 30 points de Zion Williamson pour New Orleans, mais surtout 24 points, 8 passes pour Kate Cunningham, 23 points pour Simone Fontecchio et plusieurs joueurs à 10 points. Bref, ça a bien fonctionné pour Détroit, qui continue à sécuriser sa 6e place et à être en embuscade pour la 5e ou la 4e place à l'Est. Ouais, ça va être une fin de saison cool pour les Pistons parce qu'au pire, ils sont 6e et ils peuvent aussi se faire plaisir en essayant d'aller titiller les équipes devant. Bon, pour Trey Murphy, c'est un peu dommage parce que j'aimais bien voir les Pelicans avec une équipe qui ressemblait un peu plus en théorie à celle qu'ils auraient dû avoir. Puis là, malheureusement, il a quand même pas mal de problèmes de blessures, Trey Murphy. Hein. Ça m'inquiète un peu. Exactement. C'est un joueur dans lequel je crois beaucoup. Et bon, là, ça s'opère très bien. C'est le labrum, déchirure du labrum. Ça va s'opérer. Il va passer l'intersaison au chaud. Mais c'est un peu. J'espère qu'il va être un peu débarrassé de ça parce que c'est quand même un super joueur. Et les Pelicans ont besoin de lui dans leur noyau dur pour avancer si toutefois ils continuent de construire autour de Zion et de Trey Murphy. Ouais, pareil, c'est un joueur qui rate une quinzaine de matchs par saison. C'est-à-dire que la première, 62, ensuite 79 quand même, mais 57-52 depuis. Alors en plus, c'est la saison où il s'est révélé complètement offensivement. On avait vu déjà l'an dernier qu'il y avait un potentiel pas de star, mais presque, tu vois, de scoreur, en tout cas de joueur à plus de 20 points et star éventuellement selon l'évolution. Et effectivement, il est passé de 14,8 points l'an dernier à 21,6. C'est sa meilleure saison NBA, mais bon, elle s'arrête brusquement. Après, je pense que ça peut aider de toute façon New Orleans à éventuellement sécuriser un pic haut placé. Les Pelicans, à l'inverse de beaucoup d'équipes qui vont être dans le bas de tableau, auront quand même, quoi qu'il arrive, ils vont ajouter un gros talent, a priori, à un effectif qui compte déjà plusieurs gros talents, en fait. Surtout Zion. Trey Murphy est bon. CJ McCollum, Dejounte Murray sont quand même des vétérans confirmés. Il y a des bons joueurs dans cette équipe. Il y aura de la flexibilité. Si tu draftes un meneur, tu peux éventuellement te séparer de McCollum ou de Murray pour récupérer d'autres joueurs de devoir ou d'autres assets du futur. Si tu récupères Cooper Flag, voilà, tu te dis ah ouais, mais là on est vraiment bien armé et on a les 2 plus gros talents de Duke de ces dernières années. Enfin, au niveau de l'hype, parce que Tatum. Puis il y a Banchero aussi, mais sinon ouais. Mais je vois au niveau de l'hype. Ouais, Zion, c'est quand même plus que Banchero. Oui, largement. Mais tu vois ce que mais après, Tatum, je pense, est évidemment au-dessus. Mais bref, en tout cas, tu as 2 gars forts. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Ça peut être tout de suite plus excitant, on va dire, que les Hornets, que les Wizards. Je peux venir aux Wizards, justement, les Wizards qui ont perdu contre les Trailblazers 112-97. Alors, il y a quand même eu 20 points en 22 minutes d'Alexar. Il a tous les ballons ces derniers temps. Il prend 16 tirs, il fait 7 sur 16. Il n'est pas très adroit, même dans les matchs où il met des cartons. Mais il est productif. Il est toujours productif offensivement. 20 points, 4 rebonds, 3 passes, 2 contres. Comme on l'a dit hier, c'est bien qu'il ait ces situations-là. C'est une situation pour le coup très différente de celle de Zachary Rizaché qui doit vraiment, qui joue comme un vétéran presque, qui est obligé de bien sélectionner ses tirs parce que c'est pas la première option de l'équipe. Alexar n'est pas de facto la première option de l'équipe parce qu'il y a du Jordan Poole aussi et d'autres joueurs qui ont envie de marquer des points, mais il prend les responsabilités, il essaye. Il y a du déchet, mais à nouveau, on va pas redisserter dessus, mais on aime bien ce que fait Alexar. Sur cette deuxième partie de saison, je me demande s'il peut pas peut-être faire l'Euro avec les Bleus à la fin de cet été. Ça peut être intéressant de le voir pousser un peu là-dessus. Tu seras surpris, ouais. J'aimerais bien le voir pousser un peu, voir sur le jeu international ce que ça donne déjà, tu vois. J'aimerais bien, hein. Je pense que le groupe France aimerait bien. Je sais pas, on va voir. J'arrive pas à savoir quelle est la mentalité des Wizards par rapport à ça. Généralement, les jeunes joueurs au début, s'ils n'ont pas déjà le statut de Wembanyama en mode c'est moi qui décide de ce que je fais,
J'espère, hein, j'ai aucune info là-dessus. J'espère. Je pense que le groupe France, le staff garde sans doute un œil sur Alex Sarr. Je ne sais pas si les Wizards vont vouloir. Après, Koulibaly avait fait la Coupe du Monde dans la foulée de sa. Mais bon, c'était une Coupe du Monde. À voir. On verra, j'aimerais voir. bien en tout cas. Ouais, ça c'est clair, ça serait cool. Les Suns ont torpillé les Raptors 129-89, 27 points de Devin Booker. Pas forcément grand chose à dire sur le match, hein. Tu m'arrêtes s'il y a quelque chose. Non, il n'y a pas Bradley Beal n'était pas là, un peu blessé, et puis bon, du coup, ça a été très simple, énorme deuxième quart-temps, 39-11 pour Phoenix, et pas besoin d'énormes performances individuelles, si ce n'est Devin Booker à 27 points. Et les Bulls ont battu le Jazz 111-97 avec encore 26 points de Kobe White, c'est le score le plus régulier du côté de Chicago. Et Matas Buzelis, dont on s'est un peu moqué, je vais aller regarder sur la deuxième partie de saison. Je pense qu'il fait. Déjà, il est passé titulaire à un moment, il a fait des meilleurs matchs. Moi, je suis pas encore. Il a 11 points, 5 rebonds depuis la reprise du All-Star Game. C'est pas mal du tout, et effectivement, il a fait quelques très bons matchs. Après, pour sa défense, il n'avait pas énormément il n'avait pas tant de temps de jeu que ça, si je dis pas de bêtises avant quand même. Donc c'était plus compliqué de se montrer. Il y avait la situation hiérarchique, pas si simple que ça. Bon, moi je suis toujours pas encore. Je vais pas m'enflammer pour lui. J'ai toujours un peu de mal à croire à son potentiel, celui qu'on lui prête en tout cas. Je pense que ça peut être un bon joueur, hein, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Il est pas mal du tout depuis sur la deuxième partie de saison. On a fait le tour de toutes les rencontres, Shai. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais aborder? Je pense qu'on est bon. Il n'y a pas, non, il n'y a rien. Juste prévenir que cet après-midi, enfin en fin d'après-midi, il y aura la première des deux previews sur le tournoi NCAA, la March Madness qu'on a préparé, qui sera en ligne. Ce sera les filles pour commencer. On parlera un peu de Paige Baker, Juju Watkins et toutes les joueuses et équipes à suivre sur le tournoi qui commence. On est mardi, qui commence demain après-midi déjà. Yes, et la preview des garçons viendra le mercredi, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et vous pouvez aussi retrouver le podcast du lundi, qui est toujours disponible, sur les Celtics, avec un invité en plus, Shai. Absolument, avec Marvin, qui nous raconte son périple à Boston incroyable et quelques anecdotes savoureuses. Les fans des Celtics vont pas en revenir, je pense. Pour les autres, ce sera cool aussi, hein, donc n'hésitez pas à écouter la discussion qu'on a eue avec Marvin. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.